Bonjour à tous. Bienvenue à cette activité de transfert de connaissances organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Je suis Valérie Coulombe, je suis agente de planification, programmation et recherche, ainsi que chef de service intérimaire pour le Bureau de la mission universitaire et je serai l'animatrice de cette activité aujourd'hui. Avant de débuter la présentation, je voulais simplement vous dire un mot sur le bureau de la mission universitaire qui relève directement de la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance du CIUS de l'Est. Donc, son mandat est d'offrir un accompagnement aux équipes de la direction dans l'actualisation de la mission universitaire qui a été accordée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal autour des 6 dimensions que sont la recherche, l'enseignement, le transfert de connaissances, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention, les pratiques de pointe et l'innovation, ainsi que le rayonnement. Le bureau soutient également la participation des patients et des proches partenaires dans les services de santé, dans l'amélioration des services de santé mentale, dépendance et itinérance. Et ces activités visent essentiellement à rapprocher l'ensemble des gestionnaires, des intervenants, des usagers, des chercheurs par la coordination d'interfaces, favorisant la co-construction des connaissances. Avant de confier la parole à nos invités, je vais tout simplement remercier les collaborateurs qui ont permis la réalisation de cette activité aujourd'hui, notamment nos panélistes d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans une minute pour leur participation à la préparation et à l'organisation de l'activité. Également, l'équipe de communication du CIUS de l'Est pour toute la promotion entourant l'activité, ainsi que l'équipe audiovisuelle de la direction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation pour son soutien technique. Donc, l'activité d'aujourd'hui s'intitule « Vivre, vieillir et mourir en situation d'itinérance, les impacts sur la santé et les enjeux d'accès aux soins et services ». On s'est donné comme objectif avec cette activité de se familiariser avec les trajectoires de vie des personnes en situation d'itinérance, de présenter les particularités du vieillissement en situation d'itinérance, leurs impacts sur la santé physique et mentale, ainsi que les besoins spécifiques qui en découlent, et de nous permettre de discuter des obstacles à l'accès aux soins, notamment les soins palliatifs, et des stratégies et des approches d'intervention novatrices auprès des personnes âgées en situation d'itinérance. Pour aborder ce sujet, nous accueillons aujourd'hui M. Bernard Saunier, qui est une personne en rétablissement, qui sera suivi de Mme Héloïse Goujon-Ross, agente pivot en itinérance au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, ainsi que Véro Allaire, intervenante psychosociale de proximité au Pas de la rue, qui est un organisme communautaire dans la collectivité montréalaise. Et enfin, Dr Marie-Hélène Marchand, qui est médecin omnipraticien en soutien à domicile et en soins palliatifs au CLSC de Rosemont, au CLSC Hochelaga-Maisonneuve et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Enfin, juste un petit mot pour conclure que nos panélistes déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité. Je laisse maintenant la parole à M. Bernard Saunier. Bonjour. Bonjour. Je suis très nerveux. Disons que je vais démarrer d'une façon assez particulière pour dire que ce que je vais vous partager, c'est mon itinérance. Il y en a plusieurs sortes. Puis, deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers cette itinérance-là, je n'ai pas été honnête. L'angoisse puis la paranoïa, ça me rendait impossible de garder un logement. Il faut que je vous dise aussi que je souffre de schizophrénie paranoïde avec comorbidité. Comorbidité, c'est la consommation d'alcool et de drogue. Je préférais toujours consommer de l'alcool et des drogues plutôt que de payer le loyer. Puis, dans cette vie-là, je couchais sur des lits, sur des sofas, chez des connaissances. Plusieurs d'entre vous m'ont sûrement entendu parler de cette façon de vivre-là. Puis les services hospitaliers, quand je les consultais, quand on m'offrait un logement, il était insalubre, il y avait des coquerelles. Puis ce qui faisait que je déguerpissais souvent. Parfois, j'étais abrité dans des endroits où il y avait des rats. Je couchais dehors trop sous pour me rendre à l'abri.
j'ai évité la maison du père parce que je me voyais pas comme un itinérant. J'avais aucune idée. Pour moi, je n'étais pas itinérant. Euh, comment vous dire? Je voulais vous dire aussi que je suis une personne vieillissante. Puis si j'avais pas changé de mode de vie, probablement que je serais mort. Je me serais pas rendu jusqu'à aujourd'hui. Puis parfois, l'envie de prendre la rue, de partir puis de m'en aller dans la rue m'envahit, ça prend une place. Puis je pense que le sentiment de persécution, ça aide pas pour ça parce que on se sent persécuté puis on voudrait s'en aller vivre en toute liberté dans la rue. Mais je sais très bien que c'est pas ça. C'est une vision plutôt romantique de la rue. J'ai vécu en maison de chambre, puis je trouve que même pour l'itinérant, pour un itinérant, la maison de chambre, c'est pas indiqué. La maison de chambre, c'est presque aussi dur que la rue. C'est pas un endroit pour habiter qui est très facile. Il y avait tout aussi l'argent, le mauvais crédit qui faisait que j'étais incapable de louer un logement. Puis quand j'étais jeune, c'était impossible de louer un logement parce que la sécurité du revenu ne nous donnait pas assez d'argent pour louer quelque chose. Puis quand on avait un diagnostic, bien, ce diagnostic-là augmentait la somme de la sécurité du revenu, ce qui faisait qu'on pouvait louer un logement. Souvent, c'était des sous-sols. Pour moi, c'était un sous-sol. Mais ce sous-sol-là que j'avais loué, il y a eu des nuits qui ont passé où ça cognait sur le plafond. Toutes les nuits que ça m'empêchait de dormir. Puis, je suis parti de là encore pour aller coucher chez des amis dans le salon. J'avais besoin de présence humaine, mais j'avais besoin d'alcool aussi et de drogue. Je partageais toujours des logements sans signer de bail. Puis j'ai pas été un vrai itinérant. Je m'abritais comme je pouvais. Je suivais mes traitements. J'étais hospitalisé souvent. Disons que pendant longtemps, j'ai déménagé à tous les 6 mois ou moins. Quand je dis longtemps, là, c'est des années à faire ça. On m'a proposé d'aller au refuge des jeunes quand j'étais plus jeune, mais encore là, il y avait toute l'identification qui se faisait pas. Moi, je me voyais pas comme ça, puis je suis pas allé. Aujourd'hui, j'habite un appartement supervisé, subventionné. Je suis là depuis plus de 25 ans. Puis je suis quelqu'un qui est pour la politique de housing first. Puis je voulais vous signaler en terminant que je suis abstinent depuis plus de 29 ans. Merci. Merci beaucoup, M. Saunier. Je pense que ça fait une introduction des plus parfaites pour illustrer, dans le fond, la diversité des parcours et des difficultés qui peuvent se dresser devant une personne pour en arriver à des situations d'itinérance. Et l'itinérance, comme on va le voir avec Héloïse, peut prendre diverses facettes. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Héloïse pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup, M. Saunier. Donc, bonjour, je m'appelle Héloïse Goujon-Ross, je suis l'agente pivot en itinérance du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Comme Valérie disait, je vais aller un petit peu plus dans le théorique là, pour les 15 prochaines minutes. Je vais juste... OK, parfait. Donc, je vais commencer ma présentation là, en présentant une partie de la définition
du phénomène de l'itinérance qui provient de la politique de lutte à l'itinérance, qui la définit comme suit. Donc, je vous lis un petit bout là. L'itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifeste par la difficulté pour une personne d'avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s'y maintenir, et à la fois par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels stables et sécuritaires dans la communauté. L'itinérance s'explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s'inscrivent dans le parcours de vie des personnes. Donc, c'était important pour moi de vous présenter ça. Donc, je vais vous présenter aussi les différentes formes d'itinérance. Donc, selon, entre autres, le gouvernement du Québec, là, on retrouve plusieurs types d'itinérance, soit, par exemple, l'itinérance chronique, qui se caractérise par les personnes qui n'ont pas vécu dans un logement depuis très longtemps. Aller trop vite, excusez-moi. Donc, plusieurs études canadiennes et américaines là, démontrent que le nombre de personnes qui se retrouvent en itinérance chronique est assez peu élevé. Toutefois, ce sont les personnes qui sont, qu'on voit le plus puis qui sont les plus préoccupantes. Concernant l'itinérance cyclique, ça fait référence aux personnes qui alternent entre la rue et la vie en logement. Donc, ce type d'itinérance-là se traduit par une répétition des situations d'itinérance assez régulières là, dans la vie d'une personne. On retrouve aussi l'itinérance situationnelle qui concerne les gens qui sont momentanément en difficulté puis qui se retrouvent à la rue. Donc, suite à un épisode d'itinérance, ces personnes-là parviennent éventuellement à se retrouver à un logement et à établir des contacts sociaux. C'est le type d'itinérance qui serait le moins visible et le plus répandu. Puis enfin, on retrouve l'itinérance cachée, qui fait référence aux personnes qui n'ont pas d'endroit stable pour vivre puis qui changent fréquemment de type de logement, un peu comme Bernard racontait tantôt. Ce sont des personnes qui peuvent vivre avec d'autres, mais qui n'ont aucune garantie de logement stable à long terme ou de possibilité d'accès à un logement de façon soutenue et permanente. Donc, ces personnes peuvent habiter temporairement chez des amis, des membres de la famille, des étrangers. Puis, selon une étude qui est sortie en 2014, on estimait à ce moment-là que 7% de la population québécoise âgée de 15 ans et plus aurait vécu de l'itinérance cachée au courant de leur vie. On peut expliquer les causes de l'itinérance par l'approche systémique. L'approche systémique, c'est l'approche qui prend en compte les interactions des individus avec les systèmes qui les entourent. Donc, on considère que les causes d'itinérance reflètent une interaction complexe entre plusieurs facteurs, dont les facteurs environnementaux, qui, eux, se caractérisent par les politiques sociales, les valeurs de la société. On peut retrouver, par exemple, la pénurie de logements, une augmentation des prix des loyers, le salaire minimum trop bas, la gentrification dans les quartiers, la disparition des maisons de chambre, etc. Puis, on peut aussi retrouver là, le financement des services communautaires, l'orientation des services publics vers la privatisation, etc. Concernant au niveau des facteurs sociaux, on peut retrouver une certaine défaillance dans le système, des préjugés, la discrimination. On remarque qu'il peut y avoir une transition qui peut être difficile du passage de l'enfance à l'âge adulte en centre jeunesse, par exemple, ou bien une planification de sortie inadéquate des hôpitaux, des prisons, des établissements de soins de santé mentale et de dépendance. Donc, etc. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Puis les facteurs sociaux comprennent aussi les relations familiales, sociales, le tissu social des personnes, par exemple le fait que la personne soit plus isolée, les ruptures de liens sociaux, le manque de soutien de la famille, etc. Puis, concernant les facteurs individuels, ça comprend évidemment les antécédents personnels, les antécédents familiaux, les enjeux de santé mentale, les traits de personnalité, les traumas que la personne a vécu, l'histoire de vie, etc. Donc, finalement, avec tout ça, on comprend que le terme itinérance recouvre une réalité complexe résultant d'un ensemble de problématiques, puis devant se résoudre par une combinaison de solutions. Je vais faire un petit survol des divers problèmes de santé qu'on retrouve chez les personnes en situation d'itinérance en général, mais je pense que ma collègue Marie-Hélène Marchand va en parler plus longuement dans sa présentation. Donc, c'est vraiment un bref survol, là.
Donc, les personnes en situation d'itinérance font face à plusieurs problèmes de santé physique et mentale. Ça peut être une des raisons pour laquelle ils se retrouvent en situation d'itinérance, mais les problèmes peuvent aussi être créés par leurs conditions de vie dans la rue, puis ça peut aussi être exacerbé. Le fait de vivre une pauvreté extrême, la malnutrition, la difficulté à maintenir une hygiène de base, de ne pas avoir d'endroit stable où habiter, d'avoir vécu des traumatismes, ben tout ça peut mener vers divers problèmes de santé, autant physiques que mentaux. Puis en ce qui concerne les problèmes de santé mentale, il y a plusieurs études qui démontrent que plus du quart de la population en situation d'itinérance souffrirait de divers problèmes comme la dépression, le trouble de bipolarité, les troubles psychotiques, etc. On retrouve aussi beaucoup de troubles liés à l'usage de substances psychoactives, c'est-à-dire des problèmes de consommation au niveau drogue-alcool. Puis, si on se penche plus spécifiquement là, sur les personnes âgées en situation d'itinérance, on va retrouver plus de problèmes musculo-squelettiques, d'arthrite, de problèmes de vision, d'audition, des problèmes cognitifs comme la démence, par exemple. Les conditions de vie liées à l'itinérance peuvent entraîner un vieillissement prématuré puis une diminution de l'espérance de vie. Donc, c'est pour ça qu'on considère une personne âgée en situation d'itinérance à partir d'environ 50 ans au lieu de 65 ans pour la population générale. On remarque aussi que de plus en plus de personnes se retrouvent en situation d'itinérance pour la première fois après 50 ans. Puis ça, c'est lié à plusieurs facteurs, là, notamment l'augmentation des prix des loyers, la baisse du revenu, la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un proche aussi. Puis habituellement, ces personnes vivent déjà en situation de précarité, ils peuvent être isolés. C'est souvent un événement déclencheur là, qui les font se retrouver en situation d'itinérance. Il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes qui ont vécu de la violence sont plus à risque de se retrouver en situation d'itinérance pour la première fois à un âge avancé. Puis les difficultés financières joueraient aussi un rôle plus grand chez les femmes que chez les hommes. Puis aussi le fait parfois de devenir aidante naturelle, par exemple, d'un proche, mais ça amène à moins travailler, à avoir moins de revenus. Donc, ce sont tous des facteurs là, de risque qui sont plus prononcés chez les femmes que chez les hommes. Pour ce qui est des gens qui sont en situation d'itinérance depuis plusieurs années puis qui sont âgés, on soulève que les facteurs qui auraient mené vers la situation d'itinérance sont sensiblement les mêmes que les personnes ayant un premier épisode d'itinérance à un âge avancé. Donc, on parle encore une fois de problèmes financiers, de manque de logement, de problèmes reliés à la consommation de substances, ouais, c'est ça. Donc, mais par contre, il a été démontré qu'une période d'incarcération, ça serait un facteur qui contribue à se retrouver en situation d'itinérance chez les personnes âgées qui sont en itinérance depuis plusieurs années. On retrouve certaines spécificités chez les personnes âgées versus les personnes plus jeunes en situation d'itinérance. Par exemple, on dénote que les personnes âgées sont moins portées à consommer des substances psychoactives que les personnes moins âgées, puis que les aînés en situation d'itinérance sont plus portés à adhérer à des traitements médicaux que les personnes plus jeunes. Puis c'est sûr qu'on remarque que les personnes plus âgées ont un profil gériatrique, là, comme les personnes beaucoup plus âgées dans la population générale, comme on a dit plus tôt, donc avec plus de maladies chroniques, des troubles cognitifs, des incapacités fonctionnelles, etc. Aussi, on remarque que les personnes plus âgées en situation d'itinérance ont tendance à être plus discrètes, à plus s'isoler, à ne pas vouloir trop se faire remarquer dans les refuges, par exemple. Ils peuvent avoir tendance à ne pas bouger du moment où ils rentrent dans un refuge, là, soit pour ne pas perdre leur place dans le refuge ou pour éviter de se perdre aussi. Puis ça peut être aussi par peur d'être victime d'abus. Je vous donne quelques pistes d'intervention. C'est sûr qu'on en aurait long à dire, mais je vais vous souligner le lien, là, des liens pertinents là, pour d'autres pistes d'intervention à la fin. Donc, au niveau des bonnes pratiques en itinérance auprès des personnes âgées, bien, on conseille fortement que les personnes puissent avoir accès aux services adaptés aux personnes de 65 ans et plus, même s'ils ont moins de 65 ans, parce que ça permet de leur donner des soins et des services adaptés à leurs besoins puis à leur situation.
Ce qu'on suggère aussi en lien avec les interventions préconisées, c'est d'offrir des services de type soutien à domicile dans le milieu de vie des personnes. Souvent, on pourrait se dire que comme la personne demeure temporairement dans un refuge, on va attendre qu'elle soit stabilisée dans un logement avant d'offrir des services, mais le domicile de la personne, c'est le refuge temporaire, là, mais c'est ça. Donc, on conseille fortement que les personnes que les services, soient mis en place à même l'endroit où la personne se trouve. Par exemple, des soins infirmiers pourraient être très bien offerts pour évaluer l'état de santé de la personne ou pour administrer des soins pour éviter que sa situation se détériore. Souvent, je vais poser la question, si la personne avait une adresse fixe, ce serait quoi l'aide qu'on pourrait lui apporter? Ben, c'est la même chose là, si elle est en refuge ou à la rue, dans les maisons de chambre. Donc, on peut penser aussi à utiliser des communications orales au lieu d'écrites. C'est toujours bon de se rappeler ça là, pour s'assurer que la personne comprenne bien. Donc, parce que parfois, les gens peuvent avoir de la difficulté au niveau de la littératie là, ou être analphabètes. Autre chose, ben, les personnes en situation d'itinérance sont souvent en mode survie. Hein, donc, pour plein de raisons, ça peut être difficile pour eux d'être assidus, d'être à l'heure au rendez-vous. Donc, si on parle des personnes âgées en situation d'itinérance qui peuvent avoir des problèmes de santé, des difficultés au niveau cognitif, bien, ça vaut vraiment la peine d'offrir un accompagnement un peu plus soutenu, un peu plus intensif là, avec la personne. Évidemment, tout dépendant de son niveau d'autonomie, puis du mandat de l'intervenant, bien, ça peut être facilitant d'accompagner physiquement la personne à ses rendez-vous. Ça peut être aidant aussi de l'aider dans des démarches plus administratives, comme prendre un rendez-vous ou faire des démarches au niveau de la déclaration d'impôts, etc. Donc, c'est toujours important aussi de garder en tête, d'évaluer puis de discuter avec les personnes sur leurs intérêts, leur désir de faire un retour sur le marché du travail ou du bénévolat ou une activité de loisir. Le but étant que la personne soit capable de se projeter dans le temps puis de donner un sens à sa vie aussi. Un autre élément, puis un très important, c'est d'utiliser l'approche de santé globale. Par exemple, au niveau des visites dans les urgences ou bien les hospitalisations. Quand, par exemple, la personne arrive à l'hôpital pour un problème particulier, comme un débalancement de glycémie, par exemple, bien, c'est vraiment le meilleur moment pour adresser les autres problématiques, puis pas seulement focusser sur la pathologie pour laquelle la personne est allée consulter. Ou bien faire d'autres évaluations là, comme une évaluation gériatrique ou autre. Là. Puis ça va permettre d'avoir un portrait global de la personne, de la situation de la personne, puis de l'accompagner vers les meilleurs services puis de soins et d'hébergement là, aux besoins. Parallèlement à ça, c'est aussi important de s'associer tôt avec d'autres professionnels, comme la travailleuse sociale de l'hôpital, par exemple, dans le but d'intervenir sur les différents aspects de la vie de la personne. Puis, on tente d'éviter à ce moment-là le phénomène des portes tournantes, c'est-à-dire que la personne revienne aux 3 semaines pour chaque problème. Dernier point super important, c'est de s'armer avec les intervenants qui connaissent déjà la personne, que ce soit son équipe traitante ou dans le communautaire, par exemple. Puis, si la personne fréquente un organisme où il y a des intervenants qui la connaissent bien, ben, ça va aider à établir un meilleur plan d'action, un meilleur plan d'intervention encore plus complet, puis ça va pouvoir augmenter le filet de sécurité autour de la personne. Donc c'est tout pour moi. Je vous invite à aller voir le site du CREMIS, c'est le dernier point sur mes références, où il y a le guide des bonnes pratiques en itinérance, c'est un peu là où j'ai pris mes infos, entre autres, puis c'est comme une mine d'or d'informations, donc je vous invite fortement à aller consulter ce site. Donc, merci, j'ai arrêté mon partage. Merci beaucoup, Héloïse Goujon-Ross. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon pour mieux comprendre la situation ou les situations. On va poursuivre maintenant. Désolée si mon son semble coupé à l'occasion. J'ai un problème de connexion, je crois. Donc, on va poursuivre avec Véro Allaire du Pas de la rue qui va nous parler des collaborations entre le milieu communautaire et le réseau de la santé. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Véro Allaire, je suis intervenante psychosociale dans l'organisme Le Pas de la rue. C'est un organisme qui a eu 25 ans cette année et on travaille exclusivement auprès des personnes de 55 ans et plus.
Donc, on peut passer à la diapo, je pense, suivante. Alors, la mission du Pas de la rue est donc d'accueillir les personnes de 55 ans et plus pour les soutenir et les accompagner. Ce sont des personnes qui sont en situation de très grande précarité, de vulnérabilité, donc complètement désaffiliées souvent. Héloïse en a très bien parlé d'ailleurs plus tôt. Et puis, on a eu Bernard qui a fait un beau témoignage aussi. Donc, nous avons des personnes telles que Bernard qui fréquentent nos 2 centres de jour. La perspective, c'est de les aider à se stabiliser, de les valoriser et puis qu'ils puissent s'inclure à nouveau dans la société, retrouver des repères dans la société, trouver leur place. Donc, pour ça, on va passer à la diapo suivante, parce que je ne me rappelle plus de ce que j'allais dire. Alors voilà, ça, ce sont des photos de nos 2 centres de jour. Sur la droite, vous voyez Centre Sud, qui est le siège social. Et puis sur la gauche, Mercier Est, qui a ouvert ses portes en 2020, 2021, je ne sais plus. Donc là, nous proposons différents services. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, les services que nous offrons sont déjà les services de base qui sont 2 repas gratuits par jour, du lundi au vendredi, dans une atmosphère plutôt sympathique, décontractée, de façon à ce que les personnes se sentent vraiment bien. On propose des activités sociales et culturelles pour briser l'isolement et puis qu'elles retrouvent aussi un petit peu le goût à la vie, qu'elles aient envie de se projeter, qu'elles aient envie de continuer, parce que ce n'est pas parce qu'on a 55 ans et plus qu'on est en situation d'itinérance, maison de chambre, peu importe la forme de la situation, ce n'est pas pour ça que tout est fini. Et ensemble, on peut les aider à avoir de belles années. C'est compliqué, mais on peut y arriver. Au Pas de la rue, on a 67 logements subventionnés, dont 8 appartements transitoires de type 3,5, 40 logements permanents de type 3,5 et 19 studios permanents. Donc, avec ces logements vient le soutien en logement communautaire. Et puis, on offre aussi à toute personne, que ce soit des locataires du Pas de la rue ou des personnes qui fréquentent nos centres de jour, on offre un accompagnement psychosocial qui est individuel et qui est vraiment personnalisé. Donc, ça se fait en centre de jour ou alors en intervention de proximité. Et là, ça devient, quand c'est en proximité, ça devient mon domaine à moi. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Les principaux volets d'intervention psychosociale, c'est la santé physique et mentale, le logement, les démarches administratives et juridiques, réduction des méfaits, prévention et clinique d'impôt 1 fois par an. Ça, c'est pour les personnes dont on fait le suivi, que ce soit en centre de jour ou en proximité. Donc, on prend la situation de la personne dans sa globalité. Et puis, avec la personne, on va monter un plan d'accompagnement. Et pour ma part, je vais faire des propositions. Déjà, je vais évaluer un peu la situation dans sa globalité. On va poser excusez-moi, je suis la reine pour perdre mes mots. On va poser des priorités avec la personne concernée et puis je vais lui faire des propositions, plusieurs propositions, et puis elle va décider du chemin qu'elle veut prendre. Donc, c'est vraiment un travail en binôme dans lequel on fait aussi, on inclut nos partenaires du communautaire, en santé, etc. Parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose. C'est tous ensemble qu'on peut vraiment aider quelqu'un à améliorer sa situation. Je pense qu'on peut passer à la… Voilà. Donc, voilà. Alors… L'intervention psychosociale de proximité, ça permet aussi de rejoindre la personne aimée dans son milieu de vie, de survie, en privilégiant une approche humaniste, donc en positivant. Et
Et ça permet de mieux comprendre sa réalité. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui va venir en centre de jour, va venir pour un problème précis. Et puis va rester focalisé sur ce problème, même si l'intervenant fait tout un travail pour essayer de voir ce qu'il y a autour. Et quand on est sur le milieu de vie de la personne, là, on aperçoit toutes les interactions qu'il y a. Donc, avec les autres citoyens, tout ce qui est environnement, tout ce qui est autour de la personne, et on va pouvoir évaluer et prévenir des facteurs de risque qui sont directement liés à son environnement. On va essayer d'arrimer la personne à notre organisme de façon à lui proposer les activités dont j'ai parlé plus tôt, de lui permettre vraiment de trouver un point d'ancrage pour pouvoir aller plus loin et la diriger vers des services adéquats, tels que les refuges pour les personnes qui sont en situation d'itinérance, mais ça peut être aussi regardé pour un autre type d'hébergement pour les personnes qui sont logées avec un bail, mais dans des logements insalubres, parce que ça, j'en ai vu malheureusement beaucoup, et c'est beaucoup trop. On les dirige vers des services, les services sociaux, santé. On peut faire appel à SPVM aussi, parce que les personnes ont subi des abus. Donc, c'est vraiment les arrimer à notre organisme pour pouvoir aller plus loin. Vraiment leur apporter une aide adéquate. On essaie de les aider à s'approprier ou à se réapproprier leur pouvoir d'agir et de décider. Parce que quand on a perdu tout ça, c'est difficile de prendre la moindre petite décision. Et souvent, on entend « Ah, mais la personne ne se mobilise pas, elle ne veut pas se mobiliser. » Bon, il y a des raisons à ça. Quand elle n'arrive plus à se mobiliser, c'est qu'elle a perdu tout son pouvoir d'agir et puis tout son pouvoir de décision. Et c'est important de l'aider à s'approprier ou se réapproprier ça. Et puis, évidemment, on lui offre un accompagnement régulier sur son lieu de vie. C'est-à-dire que moi, je vais rencontrer régulièrement, en fonction des besoins des personnes, soit station de métro, soit dans la rue, soit en maison de chambre, soit en logement, peu importe, mais on se déplace. Et puis, parfois, on les fait venir aussi au centre de jour. Donc, voilà, je peux passer à la diapo suivante. Alors, excusez-moi, là, pour le téléphone, je ne sais pas comment couper le son. Les besoins, moi, je vais parler de nos besoins en tant qu'intervenante et intervenant. Je vais parler plus spécifiquement de mes besoins d'intervenante de proximité. Et ce que je cherche à faire. Et ce que j'arrive à faire, et puis des fois, je n'arrive pas bien à le faire, c'est établir et consolider des partenariats avec les différents acteurs tels que les services sociaux de santé, les organismes communautaires, les refuges, le SPVM. Il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble. Parce que c'est important qu'on partage des informations. Alors, quand je dis partager des informations, ça ne veut pas dire divulguer à tout vent la vie de la personne, mais c'est, avec l'accord de la personne, partager des informations pertinentes qui vont nous permettre de trouver une solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais une solution qui va se rapprocher de ce dont la personne a besoin pour améliorer sa situation sur le moment. Donc, j'insiste beaucoup sur la collaboration et aussi entre organismes communautaires. Il faut que les organismes communautaires collaborent entre eux, c'est vraiment, vraiment important. Et puis cette collaboration avec le SPVM, parce que le SPVM n'est pas là que pour la répression, ils sont là aussi, ils sont là pour la sécurité des citoyens. Et la sécurité des citoyens, c'est aussi les personnes en situation d'itinérance, situation de très, très grande précarité. Ils sont là aussi pour les protéger. Et ils sont bien aidants dans certaines interventions, je dois dire. Moi, ce que j'aimerais aussi qu'on développe, c'est les services de psychiatrie urbaine en collaboration directe avec les organismes communautaires. Donc, je vais vous prendre l'exemple du SII, suivi intensif en itinérance avec OBM, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec eux. Et j'aimerais beaucoup que ça se développe plus.
nous, les intervenants, parfois, on a besoin de l'expertise d'un psychiatre et voir l'expertise des pairs aidants, des patients partenaires en santé mentale. Parce que ça peut nous aider aussi à orienter nos interventions. Je me suis laissée distraire par la petite fenêtre de Valérie, là. Ça peut nous aider à orienter nos interventions. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me sont référées ou que j'ai rencontrées directement dans la rue, peu importe, pour un problème X. Et en fait, derrière, il y a vraiment la problématique santé mentale qui est là, qui est sous un tas d'autres problématiques. Et je pense que la psychiatrie urbaine serait vraiment, vraiment aidante. Et ça, c'est un point que j'aimerais qu'on développe aussi. En incluant les pairs aidants, je viens de le dire. Et puis que le communautaire ait aussi des formations, du perfectionnement. Et au Pas de la Rue, on a des formations qui nous sont proposées. On a le perfectionnement, on y a accès aussi. C'est vrai qu'on est un organisme relativement privilégié parce que on nous envoie des listes de formations et on choisit ce dont on a besoin. Et la direction nous fait confiance et nous permet d'accéder à ça. C'est vraiment important. Donc, on a besoin de se former tout le temps, de se perfectionner sans arrêt. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante qui va être des exemples. Voilà, là, on va arriver à la fin de ma présentation. Je voudrais terminer par des exemples de collaboration, notamment des collaborations avec, là, c'est avec le CLSC de l'Est, je vais le citer parce que je suis super contente. C'est Merci Anjou. Donc, alors, on va parler de Monsieur D. Monsieur D a fait appel au service du Pas de la Rue pour être relocalisé. Lors de ma première rencontre à son domicile, j'ai observé que monsieur était très agité, qu'il était peu collaborant et il s'est montré intimidant. Il a essayé d'être intimidant et menaçant verbalement vis-à-vis de moi. Et puis, il mimait ses paroles par des gestes. Donc, moi, j'étais seule, là. J'y suis pas retournée seule par la suite. Hein. J'étais pas spécialement à l'aise et il fallait pas que je me montre. Parce que je ne voulais pas qu'il prenne un quelconque pouvoir, mais ça n'a pas été facile. Et là, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Là. J'étais un petit peu déstabilisée, il ne fallait pas que ça se voie. Hein. Et puis, j'ai observé des plaies qui étaient infectées au niveau de ses bras et j'ai utilisé ce problème de santé physique comme levier afin de diriger monsieur vers le CLSC. Cependant, monsieur faisait de la résistance et il a refusé de sortir de chez lui, donc il ne voulait pas se rendre au CLSC. J'ai contacté le guichet d'accès avec l'accord écrit de monsieur. Et puis là, la travailleuse sociale a envoyé une demande de soins à domicile ainsi qu'une demande d'évaluation auprès du SIV, donc soutien d'intensité variable. Elle s'est vraiment basée sur ce que je lui avais dit et envoyé par courriel. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Et j'ai vraiment très rapidement, ça a pris quelques jours, j'ai été contactée par un infirmier avec lequel je me suis rendue au domicile de la personne. Donc, ensuite, il y a un travailleur social du SIV qui est du SIV, qui est allé faire son évaluation au domicile de monsieur. Et les professionnels du CLSC et moi, on a vraiment étroitement collaboré. Et puis, monsieur a obtenu des soins physiques à domicile. Ensuite, grâce à notre collaboration, nos partages d'informations, effectivement, on avait pris des précautions et fait signer des autorisations à monsieur. Suite à ça, on a pu lui faire des propositions. Bon, par la suite, monsieur a refusé les propositions parce que ça ne correspond pas à ce que lui attendait de nous. Et là, on était un petit peu bloqués parce que on se rendait compte que le suivi d'intensité variable, c'était pas le service dont monsieur avait besoin. Il aurait fallu pouvoir orienter monsieur vers un psychiatre pour une évaluation, et ça n'a pas été possible. Et malheureusement, ça s'est arrêté là. Le suivi s'est arrêté là parce que monsieur n'a pas voulu continuer.
Donc, lui, ce qu'il voulait aussi, c'était qu'on lui livre de la nourriture à domicile, qu'on lui apporte des médicaments à domicile. Donc, c'était tout autre chose. C'était les besoins qu'il manifestait. Mais voilà. Donc, on peut passer à l'exemple suivant. La prochaine diapo, s'il te plaît, Valérie. Ah ben, on y est, pardon. Donc là, je vais parler de Monsieur V. Alors, Monsieur V nous a été référé c'est son beau-père qui était désespéré, qui m'a téléphoné, qui a appelé le pas de la rue, et puis c'est moi qui ai le suivi. Il fallait relocaliser Monsieur V suite à une décision d'éviction d'un logement HLM. Donc, à ma première rencontre, j'ai observé de l'accumulation dans le logement. Et en même temps, l'accumulation, c'était beaucoup de ce que lui appelait ses œuvres d'art. C'est vrai que monsieur récupérait beaucoup d'objets et puis il créait avec. Et il avait besoin de créer. Et pour lui, c'était super important. Tout ce qu'il avait fait était important et c'était voilà, c'était sa vie, son environnement à lui. Mais ça posait problème dans l'environnement HLM, et ça peut se comprendre en même temps. Monsieur V avait des propos qui reflétaient vraiment la complexité de ses pensées. Il vivait aussi tout rideau fermé, il vivait dans le noir. Tout était noir. Donc, quand je suis arrivée, j'ai dû lui demander d'allumer la lumière. Il a été très collaborant, mais complètement désorganisé. J'avais un peu du mal à suivre ce qu'il disait. On y allait doucement. J'ai beaucoup écouté. Et puis j'ai identifié que le problème principal, c'était l'ordre psychique et que la perte du logement en était la conséquence directe. Donc, et puis, vu l'état, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir proposer un logement ou travailler vers le logement avec monsieur qui était tellement désorganisé. C'était assez compliqué. Donc, au bout de 3 rencontres, monsieur a accepté que je l'accompagne à l'urgence de l'IUSMM et on a pris un taxi et puis on y allait ensemble. Et vraiment, il a collaboré. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il me faisait confiance à 100% parce que c'était trop tôt, mais il a quand même décidé de me faire confiance un minimum. Donc, on s'est rendu à l'urgence. On peut passer à la diapo suivante. Donc, à l'urgence, moi, j'ai parlé avec une infirmière et puis ensuite, j'ai eu un travailleur social au téléphone et puis on a mis en place une collaboration. Et avec le consentement écrit aussi de monsieur, on a vraiment partagé nos observations et puis on se parlait, pendant 3 jours, on s'est parlé tous les jours. Il s'avérait que selon les soignants, monsieur était en pleine psychose. Donc, ils avaient posé un diagnostic. Bon, moi, je m'en doutais un peu, mais ce n'est pas à moi de poser un diagnostic non plus. Et puis, ils l'ont gardé 3 jours en garde préventive. Et au bout des 3 jours, il a été décidé par l'équipe soignante de le transférer dans une unité de soins pour une durée d'1 mois. Donc, c'était vraiment le temps nécessaire pour le stabiliser. Et ce temps aussi nous aurait permis d'explorer des pistes de relocalisation sécuritaire. C'est-à-dire ça permettait pas mal de choses. Et puis, monsieur avait le droit de contester cette garde d'1 mois. Et il a décidé d'aller contester en cours. Il est donc allé en cours et le juge lui a donné gain de cause. Donc, moi, j'étais vraiment… je me suis dit, tout ce travail pour en arriver là, je comprends, je veux dire, on ne prive pas les gens de liberté comme ça. Et si là, il avait été décidé de garder monsieur 1 mois, c'est vraiment qu'il avait besoin d'un traitement, qu'il avait besoin d'être stabilisé. Alors, comme il est allé en cours et qu'il a eu gain de cause, il n'a pas vu un psychiatre après. Il est donc sorti de l'hôpital sans aucun traitement. Il est reparti chez lui. Et puis de là, il a été évincé sans que moi, j'ai eu le temps de recréer un pseudo-lien avec lui et de pouvoir le réapprocher. Et monsieur a disparu de la circulation. J'ai su par la suite par son beau-père qu'il était dans le nord de Montréal, dans une espèce de maison de chambre, maison de chambre dégoûtante, infestée de parasites et de rats. Et d'ailleurs, il paie fort cher
parce que dans les maisons de chambre, il y a quand même pas mal d'abus financiers aussi. Donc voilà, ça c'est, voilà, je vous ai donné 2 exemples de collaboration avec le CIUS, donc CLSC, et puis ça fonctionnait bien. Et puis après, il y a eu des hicks, donc malheureusement, on ne peut pas toujours avoir 100% de résultats. C'est même très rare, 100% de résultats. On reste positif. Alors, je terminerai là-dessus. Nous restons positifs. Merci. Merci beaucoup, Véro Allaire, pour ces exemples de collaboration là, pour répondre aux besoins psychosociaux et aux besoins de santé mentale des personnes. On va poursuivre maintenant avec Mme Marie-Hélène Marchand pour aborder la question des besoins peut-être plus de santé physique et de soins de fin de vie. À vous la parole, Dr. Marchand. Bon, bonjour tout le monde. Je suis contente de voir qu'il y a vraiment plein de gens qui s'intéressent à cette question-là. C'est vraiment un honneur pour moi de tenter de partager un peu mon expérience, puis surtout d'être avec ces autres panélistes. Bernard, que je ne connaissais pas, mais franchement, quel beau témoignage. En tout cas, moi, c'est ma paye. Hein? Puis Véro et Héloïse, on travaille ensemble, alors c'est toujours plaisant de vous côtoyer. Puis j'apprends, moi, j'ai pris plein de petites notes, alors je vais essayer de toucher aussi à ce que vous avez dit. Pour faire un tout, c'est ça, hein, quand on termine les conférences, c'est un peu ça le défi. En fait, ça, c'est ça. Moi, je suis médecin de famille avec une spécialité en soins palliatifs. Je travaille principalement dans le CIUS de l'Est, dans différents secteurs, là, CLSC. En fait, en gros, le CIUS Teasdale, mes patients sont surtout à Hochelaga. Puis, je suis aussi membre là, du GMF d'Hochelaga. Puis, je suis en soins PAL aussi à Maisonneuve-Rosemont. Puis, je fais un petit peu de clinique de toxicomanie en remplacement là, d'un bon collègue à moi dans une clinique communautaire là, dans Hochelaga, qui est Dopamine. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je vois malheureusement souvent. Je travaille, aussi au CLSC Hochelaga avec la clinique itinérance, l'équipe de proximité. Donc, infirmière, travailleur social, pas psychoéducatrice, mais éducateurs spécialisés qui sont vraiment dans la rue. Puis, on se promène ensemble. Ils me réfèrent des patients que je vois à la clinique ou encore là, sur le terrain. C'est un petit peu comme ça que j'ai venu à connaître Héloïse et Véro. Donc, malheureusement, c'est une réalité que je côtoie très, très, très fréquemment. Puis ce qu'on voit, évidemment, la population, en général, elle est vieillissante, mais la population itinérante aussi. Puis, ce qui est noté, c'est que c'est en augmentation, la population itinérante vieillissante au Canada. On parle de plus en plus du concept de precarious aging ou vieillissement précaire, si on pourrait dire. Puis quand je regardais la présentation d'Héloïse, vraiment, on le ciblait bien au sens où en vieillissant, il y a une forme de fragilité qui s'installe, pas nécessairement intérieure, mais physique, quand on parle d'avoir plus de maladies, les troubles cognitifs qui peuvent s'installer. Puis une certaine tranche de la population qui vont subir évidemment les conséquences du vieillissement comme tout le monde, mais qui sont dans une situation sociale, psychosociale dans leur vie qui leur donne moins de pouvoir d'agir, si je reprends les termes de Véro, devant les stresseurs supplémentaires de la vie. Donc, ces gens-là sont déjà en situation de précarité sociale, puis en plus, on rajoute là-dessus les stresseurs liés au vieillissement, qui peuvent être physiques, comme on disait tantôt, mais également suite à une augmentation des loyers, la perte d'un être cher, des troubles cognitifs qui s'installent. Donc, ils peuvent être victimes aussi d'abus ou simplement de désorganisation reliée à ça. Donc, des changements comme ça, qu'ils soient petits ou grands, peuvent les précipiter dans un cercle vicieux, si on pourrait dire, de la pauvreté. Et ça peut aller même jusqu'à se retrouver à un âge très avancé pour leur première fois de leur vie dans la rue. Donc, c'est quand même assez, je trouve, inquiétant là, comme phénomène. Puis, ce qu'on voit, malheureusement, c'est que ce phénomène-là, justement, de personnes âgées qui entrent dans l'itinérance à un moment tardif, c'est en augmentation. Puis, je suis pas mal sûre que les études qui vont venir post-COVID là,
si on peut un jour se rendre post-COVID, mais en tout cas, qui vont faire face aux conséquences de la pandémie. Je suis certaine que ce phénomène-là va être juste de plus en plus majeur. Ce qu'on voit, dans le fond, c'est que c'est pas banal pour plein de raisons, mais entre autres, quand on est dans la rue, évidemment, c'est des conditions extrêmement difficiles. Donc, on note un vieillissement prématuré, ce que Héloïse a discuté avec vous autres tantôt. On parle là, de paramètres de modifications un peu physiologiques en lien avec la vieillesse qui apparaissent beaucoup plus jeunes. Donc, à 50 ans, déjà, le corps va avoir ces modifications-là, alors que pour la population générale, c'est au-delà de 60 ans, généralement comme point d'entrée dans on pourrait dire la période physiologique du vieillissement. On va regarder tantôt un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, là. Ces conséquences-là de vieillissement prématuré, Héloïse l'a dit aussi tout à l'heure, c'est encore plus marqué chez les femmes. Puis déjà, le phénomène de l'itinérance au féminin, là, c'est tout un volet avec tout plein de spécificités. Mais il y a déjà une très grande vulnérabilité pour ces femmes-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inadéquation finalement avec les ressources. Puis c'est pas par mauvaise foi ou mauvaise volonté, absolument pas. Les ressources en itinérance, c'est du monde qui ont le cœur sur la main, là, mais qui n'ont pas nécessairement financièrement les moyens ni les ressources humaines là, pour s'adapter à cette perte d'autonomie qu'on voit chez nos personnes en situation d'itinérance. Par exemple, tout simplement, là, avoir une ressource, par exemple, nommons un refuge qui pour avoir des rampes d'accès pour les gens en diminution de l'autonomie ou encore des services adaptés pour la douche, etc. Pour ces gens-là, il y a très peu de place à Montréal pour accueillir des gens en situation d'itinérance qui sont vieillissantes. Comment je fais pour changer comme ça? Les enjeux de santé, il y en a tout plein. Hein? Puis là, j'ai fait comme une espèce de liste d'épicerie, mais chaque point pourrait être discuté longuement. On parlait tantôt du vieillissement prématuré. Ce qu'on parle, en fait, c'est que les gens en situation d'itinérance sont beaucoup plus à risque de souffrir des grands syndromes gériatriques. C'est quoi ça? En gros, c'est la perte d'autonomie qui est souvent reliée à des enjeux physiques, mais ça peut être aussi suite à l'installation de troubles cognitifs. Donc, la personne n'est plus capable d'aller faire des transactions, par exemple, au guichet automatique, elle ne se souvient plus de son adresse. Donc, ça amène quand même une perte d'autonomie qui est plus à ce moment-là reliée à des troubles cognitifs. Il y a une fragilité qui peut être cognitive, mais aussi physique. La dépression est plus présente aussi. On voit plus de déficit cognitif chez cette population-là, puis des enjeux d'incontinence urinaire qui peuvent apparaître comme on peut banaliser ça, mais en fait, quand on vit dans la rue ou dans les refuges, ça peut devenir un enjeu puisque c'est pas si facile de trouver des endroits pour avoir une hygiène qui convient à tout le monde. Et on en reviendra tantôt, mais l'enjeu de ne pas avoir de domicile fixe est quand même un frein pour recevoir des soins du CLSC qui pourraient venir aider à l'hygiène, par exemple. Et on reviendra un petit peu plus longuement tantôt à ce sujet-là. Il y a vraiment plus de gens qui ont des maladies chroniques qui sont en situation d'itinérance, beaucoup plus de problèmes de santé mentale, beaucoup de dépendance aussi. Ce n'est pas tout le monde, mais quand même, c'est assez présent. Plus d'hépatite C. L'hépatite C qui peut se chroniciser et amener toutes sortes d'enjeux de santé, même être un élément déclencheur là, pour le cancer hépatique. 4 fois plus de cancer, justement. Donc, c'est pas banal. Là. Puis quand on dit, c'est toujours en comparaison à la population générale qui ne vivent pas cette précarité sociale-là. Et tout ça, hein, c'est comme une espèce d'entonnoir là, qui nous mène à une espérance de vie nettement moindre. Hein. Pour les hommes en situation d'itinérance, on parle de 42 à 52 ans, alors que pour la population en général, c'est le double. Donc, franchement, c'est pas du tout banal. Puis le taux de mortalité, c'est 3 à 4 fois celle de la population générale. Donc, c'est des gens qui vivent non seulement la souffrance de manière plus marquante, la maladie, puis beaucoup plus de mortalité également. On aurait tendance à se dire, ah ouais, ben là, si ces gens-là ont autant de problèmes de santé, ils devraient avoir un accès VIP
aux services de santé. Ça serait la logique. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que très, très peu d'accès aux soins dans la communauté. Puis, on verra tantôt c'est quoi les barrières, là, pourquoi il y a si peu d'accès qu'on voit. Puis, finalement, c'est l'urgence qui se retrouve la porte d'entrée dans le système de santé. Puis, quand les gens y entrent, on note qu'ils vont y séjourner 35 fois plus longtemps. Donc, ça a un impact humain hein, pour ces gens-là, c'est bien évident, mais aussi financier pour toute la société, alors qu'on pourrait travailler en amont. Les enjeux spécifiques à la fin de vie, on parlait de la vieillesse, puis évidemment, même si on ne veut pas toujours le voir, au bout de la vieillesse, c'est la fin de vie. Ce qu'on voit, en fait, par rapport à ça, les spécifications, c'est que les gens vont décéder bien, bien, bien loin des ressources en soins palliatifs. Non seulement tantôt on parlait des CLSC, des soins à domicile, très, très peu de gens dans ce contexte-là vont avoir accès à un médecin et des infirmières à domicile, encore moins que la population générale, et ne se rendent aussi pas aux ressources en soins, les ressources en soins palliatifs qu'on voit, par exemple, dans les hôpitaux ou dans les maisons de soins palliatifs. Ce qu'on voit finalement, c'est des gens qui vont mourir seuls, qui vont mourir à l'urgence ou dans un contexte de soins aigus, puis vont mourir mal soulagés. La littérature, elle est très riche en ce sens-là. Comme on disait tantôt, 60% ont une dépendance. Ce qu'on voit avec la dépendance, souvent, pas toujours nécessairement, mais il y a un phénomène de tolérance qui s'installe, tolérance aux antidouleurs, par exemple. Si on pense à quelqu'un qui a un trouble de l'usage des opioïdes, c'est sûr que lui qui a une douleur aiguë, il faut le soulager avec des doses plus fortes. Mais ça, il n'y a pas malheureusement, c'est pas comme ça se passe. Les gens se retrouvent dans le système de santé, puis souvent, on les sous-dose pour différentes raisons qu'on va explorer tantôt. Mais finalement, ces personnes-là se retrouvent mal soulagées. Donc, c'est un petit peu comme le pire scénario va se retrouver. En plus de ça, c'est des gens qui ont vu beaucoup, beaucoup de morts traumatiques autour d'eux, des morts violentes, des morts traumatiques. Fait que c'est un petit peu, ils côtoient ce genre de morts-là, puis c'est ce qui leur font peur. On connaît, la littérature est très riche sur leurs craintes, donc par rapport à la fin de vie. Et ça, c'est nommé peur de mourir de manière traumatique, peur de mourir non soulagé, peur de mourir seul et de manière anonyme. Peur de mourir loin des gens qu'on aime, qui nous sont familiers. Ce n'est pas toujours la famille biologique, mais quand même. Mais c'est finalement tout ça qui leur arrive. Puis, on connaît leurs besoins qui sont un petit peu, on pourrait dire, le miroir, l'opposé des peurs. Là. C'est des gens qui, mais en fait, comme n'importe qui, hein, pas vraiment différents, c'est des êtres humains. Ils veulent être soulagés, ils veulent être traités avec dignité. Ils veulent être entourés de proches. Comme on dit tantôt, des fois, c'est la famille choisie, donc ça peut être des collègues, des intervenants. Ils veulent aussi qu'on parle s'ils ont des enjeux de dépendance, ils veulent en parler, pas nécessairement qu'ils cherchent une abstinence ou une réduction de la consommation, mais ils veulent aborder ces sujets-là. Donc, tous ces besoins-là, on les connaît, mais malheureusement, le système n'arrive pas à y répondre. Ça m'amène à vous parler des écueils, finalement, de la loi sur les soins de fin de vie. Je ne sais pas c'est qui écoute actuellement, de quel horizon vous venez, mais à la loi sur les soins de fin de vie, c'est souvent les gens la connaissent à cause de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est la loi qui est venue autour de 2015 là, encadrer l'aide médicale à mourir. Donc, c'est une grosse partie de la loi, puis c'est très important, là. Mais surtout, dans cette loi-là, il y a un gros enjeu où on discute de l'accès aux soins palliatifs, puis la loi a comme un peu un mandat de protection pour tous les gens qui sont en situation de fin de vie, pour s'assurer qu'on les traite de manière digne, puis qu'on soulage leurs symptômes, incluant la douleur. Quand on parle d'écueil, c'est qu'avec tout ce qu'on vient de dresser ce matin, quand on se rend de la vieillesse jusqu'à la fin de vie, on se rend compte que la loi ne remplit absolument pas son mandat actuellement, puis on est devant une iniquité qui est quand même assez alarmante. Les barrières aux soins, c'est un gros sujet. Je me suis mis des petites phrases pour me rappeler un peu, pour m'organiser dans mes pensées, mais je pense que c'est digne de plusieurs doctorats que je n'ai pas. Alors, c'est des enjeux complexes. Bon, un élément majeur que je pense que ça va de soi, là,
je pense pour tout le monde qui écoute aujourd'hui, là, la discrimination. Beaucoup de gens vont vivre une discrimination puis ils vont faire du care avoidance. Ils vont plus vouloir aller vers les soins parce qu'ils ne se sont pas sentis accueillis et bien. Ça fait vraiment du sens. Je ferai la même chose. Puis, c'est de la discrimination qui vient de toutes sortes d'horizons. Ça peut être aussi des fois de la méconnaissance. Quand on ne connaît pas ce mode de vie-là, on ne sait pas la personne, elle vient d'où, on ne connaît pas son histoire, bien, des fois, c'est aussi de la méconnaissance, mais le résultat est le même, c'est que ces gens-là, les gens en situation d'itinérance, ne se sentent pas les bienvenus dans le système. Donc, ça fait qu'ils vont, comme on disait tantôt, ils ne vont pas aller consulter, puis quand ils vont, c'est que ça va vraiment très mal. Il y a une autre notion que Bernard a quand même bien illustrée tantôt, que ça s'appelle la compétition des besoins. Ce qu'on voit, c'est que on fait toutes des hiérarchies dans notre tête, qu'est-ce qui est le plus important que je vais faire aujourd'hui. Les gens en situation d'itinérance font la même chose. Par contre, il y a d'autres besoins qui viennent en compétition, que peut-être pour la plupart des gens, c'est moins là. Le besoin de manger, le besoin de se loger. Donc, comme on sait, ce n'est pas facile de trouver une place où dormir, ce n'est pas nécessairement facile de trouver une place où manger, au sens où il faut aller attendre, il faut quand même s'organiser. Donc, ça, c'est tous des moments qu'on n'a pas pour aller consulter. Mais également le besoin de consommer. Puis là, je reviens à Bernard. La phrase qu'il nous a dit, c'est qu'il préférait, au lieu de payer un logement, il préférait aller boire. Puis ça, c'est quand même un besoin au sens où, surtout pour l'alcool, quand on rentre en sevrage, pour certaines personnes, un, c'est vraiment pas confortable. Puis deux, ça peut être dangereux. Donc, des fois, la personne va choisir, consciemment ou inconsciemment, de continuer à consommer parce que pour le moment, c'est ça qui est le plus sécuritaire pour cette personne-là. Donc, ça l'explique beaucoup qu'est-ce qui fait que les gens ne se rendent pas aux soins. Un gros enjeu aussi, c'est encore en lien un petit peu avec la compétition des besoins, c'est les politiques antidrogue qu'on voit malheureusement encore beaucoup dans nos établissements, dans les hôpitaux, etc. Les politiques antidrogue au sens où c'est comme si on ne s'attendait pas, les gens n'ont pas le droit de consommer quand ils sont à l'hôpital, pour donner un exemple, même qu'on va les chicaner. Ce que ça fait, c'est que ces gens-là ont un besoin. Il faut s'ils consomment quand même régulièrement, ils vont entrer en sevrage. Donc, c'est pas confortable, voire parfois dangereux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller consommer cachés dans les toilettes, avec personne qui regarde, avec des doses qui ne savent pas trop c'est quoi dedans. Puis ce qu'on voit en fait chez des gens, entre autres, qui ont un trouble de l'usage aux opioïdes, un gros pourcentage là, qui vont faire leurs overdoses à même l'hôpital à cause, directement en lien avec des politiques antidrogue. Tout ça pour dire que c'est intéressant de travailler sur une espèce de charte de réduction des méfaits à même les établissements pour un peu reconnaître qu'il n'y a pas tout le monde qui va se rendre à l'abstinence. La consommation fait partie de la société. Pour certains, c'est plus majeur, pour d'autres, non. Puis, il faut s'adapter à cette réalité-là. Et, par exemple, si je pense à Bernard, quand il allait consulter, si on avait mieux adressé ces symptômes-là de sevrage, puis on les avait mieux remplacés par des médicaments, par exemple, peut-être, qui sait, il serait resté plus longtemps quand il y avait des besoins de santé. C'est la même chose avec les opioïdes, etc. Donc, c'est quand même une barrière aux soins. Ces gens-là se sentent jugés et plutôt qu'accompagnés dans leur trouble de l'usage. Puis, on le sait aujourd'hui, le trouble de l'usage, c'est une maladie chronique. Il y a vraiment un aspect majeur au niveau du cerveau. C'est pas des gens qui sont lâches ou qui ne veulent pas prendre soin d'eux. Il y a vraiment un aspect biologique, là, un manque de frein, si on pourrait dire. Donc, il faut le voir comme une maladie chronique et ne pas teinter nos soins d'un jugement qui est contre-productif de toute façon. Un autre élément majeur là, dans la barrière aux soins, c'est des trajectoires imprévisibles pour toutes sortes de raisons. Souvent, c'est des maladies chroniques avec des pics puis des creux. Donc, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il y a un besoin de santé, quand est-ce qu'on peut se retirer un peu. C'est encore plus vrai quand on s'approche de la fin de vie. Une trajectoire en lien avec un cancer, c'est plus prévisible. On connaît le cancer, on sait ce qui s'en vient. Donc, des fois, on peut intervenir plus tôt.
Malheureusement, juste l'aspect physique des maladies chroniques est moins prévisible. Mais c'est teinté aussi de l'imprévisibilité des autres comorbidités s'il y a des enjeux de santé mentale, par exemple, ou de consommation. Évidemment, ça va rendre les trajectoires un peu plus chaotiques. Comme on parlait tantôt aussi, une autre barrière, c'est le manque de ressources adaptées au vieillissement. C'est sûr que je pense tout simplement aux ressources en gériatrie qui sont extrêmement précieuses. En tout cas, moi, j'adore parler avec nos médecins de famille qui ont une expertise en gériatrie, nos gériatres ou encore en gérontopsychiatrie. Malheureusement, souvent, eux, leur cut-off, on pourrait dire, pour prendre des patients, c'est 70 ans. Comme on disait tantôt, le vieillissement prématuré, c'est beaucoup plus tôt. Donc, on se retrouve dans un trou de service où on ne sait pas vers qui se retourner. En plus que c'est des gens qui ont des besoins de santé extrêmement complexes. Donc, ça fait une certaine forme de barrière, certainement. Il y a une notion de double vulnérabilité, vulnérabilité en lien avec le vieillissement, en lien à ce qu'on a une fragilité, soit physique, soit cognitive. C'est déjà ça, c'est difficile de se rendre aux cliniques de sans rendez-vous. Hein. Moi, je trouve ça très bien, là, tout ce qu'on fait pour les cliniques de sans rendez-vous, mais moi, mes malades que je vois à domicile, quand même que 22 cliniques autour d'eux ne sont pas capables de se rendre. Donc, c'est une vulnérabilité physique ou cognitive, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. C'est la même chose pour beaucoup de gens en situation d'itinérance, ils ne peuvent pas aller bien plus loin que leur petit réseau autour d'eux. Et il y a aussi une vulnérabilité qui est en lien avec la précarité sociale. Donc, c'est cette double vulnérabilité-là, évidemment, c'est comme demander quelque chose de déjà compliqué à des gens qui partent avec des boulets, là. Donc, évidemment, c'est une barrière qui est importante. Les pistes de solutions, il y en a heureusement tout plein. Il faut juste les mettre en place. Les ressources en itinérance adaptées pour les différents moments de la vie. On a eu l'exemple de Pas de la rue, hein, qui est quand même extraordinaire qu'on ait ça à Montréal avec des centres de jour, avec des logements adaptés, avec un accueil des gens dans les différentes phases de leur vie. On a le Cap Saint-Barnabé aussi dans l'Est qui se donne de plus en plus une mission de 55 ans et plus. Puis là, j'en passe, hein, et sûrement qu'il y en a plein d'autres, puis je m'excuse, je veux pas. J'aimerais ça, en fait, si vous voulez, si vous en connaissez d'autres, on pourra en discuter. Il y a la Maison du Père qui fait un accueil quand même assez important là, aux gens en situation de perte d'autonomie. Puis aussi, pour la fin de vie, il y a quand même des lits à la Maison du Père pour permettre une fin de vie à même le refuge. Un peu plus loin de nous, mais quand même très inspirant, il y a un programme à Toronto qui s'appelle le PEACH. Puis là, j'ai oublié l'acronyme, mais vous pourrez aller voir, là. Mais en gros, c'est un service pour, dans la rue, du outreach, comme on dit, de soins palliatifs pour, c'est ça, des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance. Puis récemment, là, ça fait quelques années, ils ont aussi une maison de soins palliatifs pour des gens qui vivent une très grande précarité sociale. Donc, on a comme une expertise de ce côté-là. Puis, c'est un beau modèle. D'autres pistes de solutions, un accès au logement abordable. On l'a dit tantôt, Bernard a parlé aussi du Housing First, qui a démontré en fait des super belles données. Hein. C'est le logement, là, on ne parle même pas d'intervenants ou quoi que ce soit, juste le fait d'avoir un toit pour s'abriter, qui est un logement qui est salubre, évidemment, là, augmente la sensation de bien-être, augmente la gestion de symptômes, augmente la dignité, les gens s'impliquent plus aussi dans leur communauté. Donc, puis là, on n'a même pas introduit aucun soin. Donc, un accès au logement abordable, très certainement. Puis, travailler aussi à développer ou encourager des facilitateurs d'accès aux soins. Ça serait quoi? Puis là, moi, je serais vraiment curieuse d'entendre vos idées. Premièrement, formation des soignants. On disait tantôt discrimination versus méconnaissance. Je pense qu'il y a un gros travail
d'aller enseigner à nos soignants, qu'ils soient médecins, préposés, tous ceux qui s'identifient comme soignants, c'est quoi être en situation d'itinérance? C'est quoi un horaire type? Comment ça fonctionne? C'est quoi avoir un trouble de l'usage? L'aspect biologique, l'aspect physique, c'est qui ces gens-là? Tout le monde a une histoire, puis quand on les écoute, on comprend, puis on n'aurait pas fait mieux. Donc, vraiment, toute cette formation-là. Mais aussi une formation au niveau des intervenants en organismes communautaires sur c'est quoi le vieillissement, qu'est-ce que je peux m'attendre, c'est quoi la fin de vie, c'est quoi les soins palliatifs, qu'est-ce que nous, on pourrait développer comme organisme communautaire, évidemment supporté financièrement, pour mieux accueillir là, ces besoins-là. Un autre élément, c'est d'abord, dans le système de santé, ça serait bien de développer encore plus la stratégie de bosseille et de repérage précoce. Qu'est-ce que je veux dire? Je prends exemple à la clinique itinérance au CLSC Hochelaga. Nous, c'est tout petit, hein, ça n'a rien à voir avec la grosseur de ce qu'on retrouve dans le Centre-Sud qui est très, très bien, là. Mais on essaie d'arriver très tôt dans le parcours de soins. D'abord, aucun critère, le moins possible. Et des fois, on les perd les gens de vue, évidemment, mais ça arrive souvent qu'on les retrouve aussi. Donc, d'être introduit très rapidement dans le parcours de soins peut vraiment aider ensuite à naviguer le système. Les soins de proximité, ça a quand même fait ses preuves. Comme les gens ne peuvent pas toujours se rendre à nous, ça va de soi qu'on doit se rendre à eux. Et c'est démontré là, que ça augmente en fait l'accès aux soins, également, ça diminue le nombre d'hospitalisations, etc. Donc, les soins de proximité, je pense que c'est à développer. J'ai vu tantôt une question qui se demandait qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un en situation d'itinérance dans notre secteur, puis nous, on n'a pas de clinique spécialisée. Je pense que c'est bien quand même de former sans nécessairement en faire une spécialisation parce que ça va être beaucoup d'énergie, mais au moins d'avoir un petit quelque chose local pour mieux aiguiller les gens en situation d'itinérance. Avoir des corridors de services adaptés à développer, comme on disait tantôt, des partenariats, comme Véro disait, super important, puis de les officialiser. On devrait développer des partenariats beaucoup plus clairs avec la santé mentale, avec la gérontopsie, la gériatrie, puis que les critères pour ces gens-là soient pas l'âge, mais au niveau comment ils se retrouvent physiquement ou cognitivement. Puis comme on reparlait tantôt, c'est sûr que de modifier les politiques au niveau des établissements en matière de réduction des méfaits, là, c'est un must là, aujourd'hui, surtout devant la crise des opioïdes. Là. Je pense qu'il faut se retrousser les manches. On va sauver des vies en plus. En conclusion, j'espère que je ne vous ai pas tout endormi postprandial, donc après le repas. Dans le fond, en gros, là, moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que on a une population vieillissante au niveau de l'itinérance. On a des besoins majeurs en santé. On connaît les besoins de ces gens-là, on connaît ce qu'ils souhaitent. Mais malheureusement, c'est pas corrélé avec un accès aux soins majoré. Donc, il y a peu d'accès aux soins. Ce qu'on a comme résultat, c'est qu'on a des enjeux éthiques ici vraiment majeurs et incontournables qu'il faut nommer. Puis je suis super heureuse qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de monde autour de la table, là. Je pense que notre défi là, actuellement, c'est de mettre en place rapidement des solutions qui sont déjà connues ou ceux qu'on va travailler ensemble pour diminuer en fait cet enjeu éthique-là puis permettre à tout le monde de vieillir dignement puis de mourir dignement également. Donc, merci beaucoup de votre présence. J'ai fini. Merci beaucoup, Dr. Marchand, pour cette revue de littérature assez complète, puis surtout les pistes de solutions que vous avez évoquées. Je pense que ça va contribuer à susciter la réflexion là, chez les partenaires pour que ce soit à l'interne ou en partenariat avec les organismes de la communauté pour améliorer l'accès aux services. Notamment, ce que je retenais là, de vos présentations, c'est le besoin d'avoir un arrimage un petit peu plus bien attaché là, entre les services de santé physique et les services de santé mentale, dépendance et itinérance. Et également, tout le travail conjointement là, avec les organismes de la communauté, les organismes communautaires. Ça peut être aussi, j'ai vu qu'il y avait des services policiers, des membres des services communautaires de la police du SPVM qui étaient avec nous aujourd'hui comme participants. Donc, il y a toute une gamme de partenaires là, qui méritent d'être interpellés, en effet.
aller chercher les forces de chacun, puis les soins à domicile, hein, que ce soit pas exclusivement dans un domicile nécessairement fixe, mais dans tout type de domicile que la personne, là où la personne se trouve au moment où elle a besoin de ces besoins-là. Il y avait aussi la question, vous avez évoqué la question d'une participante qui parlait si la personne va chercher des services dans un CLSC qui n'est pas le sien, admettons par exemple pas de la rue, qui est situé plus dans le secteur là, du CIUS du centre-sud, mais que la personne a son domicile dans un autre CIUS ou même à l'extérieur de l'île de Montréal, comment favoriser l'accès aux services spécialisés hors de son territoire? Parce que la question de l'adresse est toujours un enjeu et parfois un enjeu. Est-ce qu'il y aurait des réponses en ce sens, Héloïse? Oui, en fait, tu sais, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ne pas avoir d'adresse n'est pas un critère d'exclusion, premièrement, pour obtenir des services dans n'importe quel CLSC. Fait que d'abord, tu sais, si la personne se présente à l'accueil psychosocial, là, comme dans la question, puis elle n'a pas d'adresse fixe ou mais qu'elle se tient dans le secteur du CLSC, elle a le droit, comme toute autre personne, d'avoir les services adaptés à ses besoins. Puis, l'autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que tu sais, souvent, on va se dire, ah, ben, la personne est en situation d'itinérance, je vais la référer au programme itinérance direct. Mais quand la personne se présente par elle-même à l'accueil psychosocial pour demander de l'aide, demander un suivi, ben, c'est de l'ordre c'est la responsabilité partagée à tous les programmes services du réseau de la santé et des services sociaux, là, à offrir les services en fonction des besoins. Donc, à s'assouplir, à assouplir les critères, à adapter leurs services aussi en fonction des besoins des personnes. Donc, ça appartient pas seulement à une équipe en particulier. Donc, de dire, on va la référer au CLSC métro parce qu'ils ont une équipe en itinérance, puis nous, on n'en a pas, c'est pas la bonne façon de faire, en fait. C'est vraiment de vouloir s'adapter. Puis c'est sûr, là, que le cadre, des fois, est parfois rigide, puis tout ça, mais des fois, on peut essayer un peu de sortir du cadre puis essayer d'offrir une autre forme d'intervention un petit peu plus adaptée à ces personnes-là. Donc, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus. Puis si je peux rajouter, en fait, on a des super beaux exemples. Je ne travaille pas dans toutes les CIUS, mais en tout cas, au CLSC Hochelaga, ça est arrivé souvent. Les soutiens à domicile est venu en refuge faire des soins d'hygiène, modifier la salle de bain du refuge. Moi, je trouve ça quand même vraiment inspirant. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des conflits en termes de sécurité du personnel parce qu'on ne peut pas faire venir un lit d'hôpital. Donc, ça se peut que le travailleur va se mettre comme un peu à risque versus on veut donner le soin. Donc, mais c'est des tensions, je pense que ça ne devrait pas justifier un arrêt de soins. Puis, en fait, ça devrait susciter une discussion comment on pourrait s'adapter à cette réalité-là. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre? Ça va? Bien, merci beaucoup. En fait, dans le fond, c'est de la flexibilité des services. Puis la question aussi de la sensibilisation et de la formation de l'ensemble du personnel des réseaux, là, les réseaux incluant public, communautaire et autres. Donc, je pense que l'activité d'aujourd'hui va avoir fait un petit bout de chemin en ce sens. C'était très riche. Merci beaucoup. J'ai une question plus spécifique ici pour M. Bernard Saulnier. Bernard, quand vous dites que les maisons de chambre ne sont pas adaptées pour les personnes itinérantes comme vous, à quoi faites-vous référence? Pourriez-vous expliquer davantage sur cette notion? Merci. En fait, comme moi, comme je dirais pour la majorité des gens, partager les lieux les salles de bain, les toilettes, c'est pas pratique, c'est pas hygiénique. Ça prend des règles, puis les gens qui habitent, mon expérience à moi, les gens qui habitent les maisons de chambre sont pas forts sur les règles. Tu sais, comment dire, cette semaine, c'est à toi à faire les toilettes. Ça va marcher une fois, mais ça ne marchera pas tout le temps. Puis ne serait-ce que il y a d'autres choses aussi. Par exemple, la proximité. Moi, je parlerais de promiscuité. C'est comment dire? C'est sûr, tu sais, si j'ai une maison, tu sais,
si j'ai pas le choix, je vais vivre en maison de chambre, mais on donne pas le choix. Les gens qui sont dans la rue, là, ici, s'ils ont le choix entre la rue et une maison de chambre, plusieurs vont prendre la maison de chambre. Mais la maison de chambre, c'est pas mon expérience à moi. Les autres ont peut-être des expériences plus positives, mais la mienne n'est pas le voisinage, des, les voisins, la vie qui se passe là-dedans, dans les espaces communs, c'est pas, surtout qu'on sait que, en tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui habitent en chambre. Puis ça, c'est rien pour faciliter la vie de personne. C'est comme ça je voudrais réagir à ce qu'a dit Bernard. Moi, je ne connais pas toutes les maisons de chambre à Lille, mais je suis allée dans quelques maisons de chambre. Et effectivement, je n'ai pas envie d'y envoyer des personnes dont je fais le suivi, même s'il y a urgence pour les loger. Moi, je me suis retrouvée dans des endroits, mais alors, c'était heureusement, j'avais mes petits chaussons bleus parce que je suis un peu précieuse. On voyait des bibites là qui couraient, j'ai vu des rats, des souris traverser. Des personnes, je me suis même une fois fait passer pour une personne qui recherchait une chambre. Quand on m'a proposé, on m'a dit le prix de location, c'est effrayant. Il y a un abus de la part de certains propriétaires et je pense que ça, il faudrait que ce soit aussi régulé. Je crois qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on se dit, oh, les personnes qui sont en situation d'itinérance, là, les moins que rien, là, c'est bon pour eux, là. C'est bon, ils peuvent finir là, ils vont payer. Les personnes qui ont des problèmes en santé mentale, allez, elles vont tout accepter. Non, elles vivent pas, elles retrouvent pas leur dignité. Et en plus de ça, c'est grotesque. Je crois que là, il y a quelque chose aussi à faire. Et je rejoins vraiment Bernard et je le comprends. Merci beaucoup pour les traits. Oui. Allez-y, Marie-Hélène. Ça va même, je veux dire, même, mettons, pour les soignants, des fois, ils vont refuser d'y aller parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Ça en dit long sur ce qu'on... en tout cas, sur comment on laisse les gens vivre au quotidien. C'est la première chose. Puis l'autre chose par rapport aux sous là, que je n'ai pas nommé tantôt, c'est que les prestations de vieillesse, les pensions de vieillesse, comme on dit, bien, ils commencent beaucoup plus tardivement que les besoins. Que les besoins, physiquement, la personne, elle est déjà malheureusement atteinte de plein de maladies et de syndromes reliés à la vieillesse alors qu'elle en a 50, mais elle n'aura pas ses prestations avant très longtemps. Fait que, il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Puis je ne veux pas bypasser Valérie, là, mais je lisais une autre question qui disait, bien, ces problèmes de santé-là, là, c'est la faible espérance de vie, le taux de mortalité, le taux de cancer, c'est-tu juste sur l'itinérance visible? Et non, malheureusement, c'est tous les gens qui vivent une forme ou une autre d'itinérance ont les mêmes statistiques de santé alarmantes. Voilà. Merci beaucoup des précisions. On aura le temps pour une dernière question. Il nous reste 2 minutes et demie environ, que je trouvais intéressante parce que c'est un partenaire qu'on n'a pas abordé plus précisément. La sortie des établissements de détention n'a pas été abordée. Serait-ce possible de sensibiliser les participants à cette réalité et aux arrimages à faire avec les milieux correctionnels? Oui, ben effectivement, là, comme je disais tantôt, très brièvement, là, je disais que les sorties des prisons, c'était un enjeu, là, parce que, comme on disait aussi, il n'y a pas beaucoup d'arrimage entre les services correctionnels et le réseau et les organismes. Puis, ben, on a des pistes de solutions quand même là, de notre côté au niveau des agents pivots de Montréal. On a des rencontres avec des agents des services correctionnels justement pour essayer de plus en plus faciliter la sortie de la prison puis essayer de les arrimer le plus vite possible aux bons services selon leurs besoins. Fait que ça, c'est en train de se faire, mais effectivement, c'est un des enjeux là, à la sortie de prison qui peut précipiter là, une situation d'itinérance.
D'autres commentaires? Ça va pour ça. Merci, Héloïse. Petite question au niveau là, du rôle des infirmières cliniciennes en santé mentale et dépendance. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait leur faire plus de place, qu'ils pourraient avoir plus de postes qui leur sont dédiés pour On les veut partout. ajouter? Plus. On les veut. Mon Dieu, que ça serait... quand elle, je dis elle, mais il y a plein d'hommes aussi, là. Quand les infirmières, infirmiers sont là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Oui, 100%. Oui, merci. Juste une petite question au niveau du pas de la rue. Vos services sont offerts aux hommes et aux femmes, Véro? Ou, Oui, nos services sont aux hommes et offerts aux hommes, aux femmes, aux transgenres, à tout le monde, en fait, à toute personne. Voilà. D'accord. Ce serait le mot de la fin parce que malheureusement, on manque de temps toujours là, au niveau de la partie des échanges, mais je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier, en fait, les panélistes de de toute cette organisation, cette planification-là, cet échange d'expertise que vous nous avez permis d'offrir aux participants d'aujourd'hui. Merci également à Hugo Tremblay, qui est le conseiller cadre en dépendance et itinérance au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, pour sa collaboration à ce projet et à tous les participants pour votre présence, pour votre intérêt, puis pour tout le travail que vous allez faire là maintenant, que vous faites déjà, mais que vous allez faire avec l'inspiration qu'on a pu vous apporter aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Merci tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bravo, merci.